Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Salut les amis, c'est Aynot Ciné, nouvelle vidéo. Alors je sais, j'avais promis de faire la critique de Marty Suprême hier. J'avais pas eu le temps de le finir, je l'ai fini tout à l'heure. Donc là, voilà, je fais la critique maintenant, le temps de monter la vidéo. Alors, critique de Marty Suprême, donc que j'ai vu, et eh ben c'était très bien, très bon film. Je dirais même excellent, parce que donc il est sorti, faut savoir qu'il est sorti aux États-Unis le 25 décembre 2025, mais il est sorti de chez nous que avant-hier. Et j'ai eu la chance déjà de le voir, donc je ne vais pas trop spoiler quand je serai à la partie spoiler. Juste avant, j'aimerais revenir sur deux disparitions que j'avais pas eu le temps de faire la critique évidemment, et dont je n'ai pas trop suivi la carrière, je l'avoue, c'est James Van Der Beek, là récemment Eric Dane qui jouait dans Grey's Anatomy, The Last Ship aussi, une série que j'avais plutôt aimée. Qui avait fait récemment le méchant dans Bad Boys 4, Eric Dane, enfin il avait une carrière série, téléfilm énormément, James Van Der Beek pareil, hein, j'avais pas trop suivi Dawson à l'époque, c'était pas mon truc, mais j'avoue que, enfin j'étais pas très intéressé à l'époque, fin 90-97 par Dawson, donc je suis honnête, j'ai pas suivi Dawson, c'était pas, ça m'inspirait pas. Après je sais que j'ai vu 2-3 films avec lui, dont Wonder Boys et Les Lois de l'Attraction, j'avais vu avec lui. Après, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait, mais il a eu une belle carrière quand même. Voilà, James Van Der Beek et Eric Dane, évidemment, qui vient de disparaître aussi hier, je crois. Donc voilà, paix à leur âme, et déjà pour ceux qui les aimaient, et puis voilà, c'était quand même de bons acteurs, et puis bon, ils avaient des visages qu'on reconnaissait. Voilà, donc je reviens sur Marty Suprême, donc avec Timothée Chalamet. Alors déjà, la prestation de Timothée Chalamet, là, pour le coup, je trouve qu'il joue très bien. Il joue très bien. Donc là, il a eu le Golden Globe d'ailleurs déjà pour cette année pour ce film, le Critics' Choice Award, exactement comme Jessie Buckley pour Hamlet. Et là, il est aussi en lice pour les Oscars. Donc il faut savoir que Marty Suprême est aussi nominé pour 9 Oscars, donc nominé pour le meilleur film, meilleur réal pour Josh Safdie, qui a réalisé le film, meilleur acteur pour Timothée Chalamet, meilleur scénario adapté, meilleur décor, meilleur costume, meilleure photo, meilleur montage et meilleur casting. Voilà, donc bon, je pense que meilleur acteur, je pense que ça peut être Timothée Chalamet ou Leonardo DiCaprio en tant que meilleur acteur principal pour une bataille après l'autre. Et meilleure actrice, moi je vous le dis tout net, c'est Jessie Buckley, je reviens là-dessus. Donc j'espère que ça sera à peu près ça. Et nous verrons bien. Le film coûte 70 millions de budget, ça va, c'est plutôt pas mal pour un film un drame sportif, on va dire. Et il dure 2h30, alors mais je vous garantis que les 2h30, vous les voyez pas passer, c'est très bien rythmé, c'est limite épique, je vous le dirai après ce que j'ai pensé. Donc ça s'inspire de la vraie vie d'un du double champion du monde qui s'appelle Marty Ressman. Donc dans le film, il s'appelle Marty Moser, c'est une libre adaptation du parcours de Marty Ressman, qui est décédé maintenant. Ça se passe dans les années 50, hein, forcément, 1952 même. Et donc il y a Timothée Chalamet, il y a Gwyneth Paltrow qui joue un petit rôle dedans, enfin un rôle, mais bon, un peu un rôle de faire-valoir, je trouve, pour le coup. On la voit pas énormément non plus. Sinon, c'est Timothée Chalamet qui porte tout le film, hein. Et clairement, et puis il le porte très bien. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, j'ai plutôt adoré. Franchement, j'ai adoré parce que ça change un peu des films drames sportifs toujours pareil. Là, c'est pas vraiment un drame sportif, mais c'est un drame humain aussi. Veut dire qu'il y a un équilibre. Il y a des fois c'est drôle, c'est assez nerveux, c'est même tragique et humain des fois. Donc, on dirait une espèce de comédie sportive basique au départ, quand ça commence, hein, j'entends, mais c'est bien plus profond que ça, c'est beaucoup plus ambitieux que ça, c'est un homme qui est prêt à tout pour arriver, pour exister, quoi, en fait.
Et donc ça se passe dans les années 50 à New York, hein, c'est très bien retransmis, les années 50 sont très bien retransmis, c'est un peu épique justement parce que le fait que Marty Moser, donc Timothée Chalamet, va essayer de bouger pour aller faire des tournois, donc il va aller de New York jusqu'à l'Open d'Angleterre, ensuite il va passer par Paris, aller à Tokyo, enfin le sport et le sport surtout, le sport, donc le tennis de table qui est représenté dans le film, donc le ping-pong, c'est le clou du spectacle et c'est aussi le clou du spectacle de ce drame humain, en fait, quelque part. Parce qu'on voit beaucoup, les scènes de compète sont très bien réussies, notamment, j'ai adoré la première scène de compète à l'Open d'Angleterre, vous verrez, c'est celle-là que j'ai trouvé mieux. Ensuite, le ping-pong, qui d'ailleurs, dans les années 52, n'était pas encore, c'était un sport japonais, donc il n'est pas encore assez répandu aux États-Unis, et encore moins en Angleterre encore. Donc il y avait déjà des Open, mais bon. Mais ce qui a le plus touché, c'est le personnage de Marty, donc de Timothée Chalamet. Déjà, il le joue très bien. Marty, il est pas parfait comme garçon, c'est quelqu'un qui est opportuniste, qui est arrogant, qui est même parfois lâche même, mais on finit par s'y attacher finalement. Et il a la folie des grandeurs, il va absolument pouvoir, bon même s'il joue super bien au ping-pong, mais il a la folie des grandeurs, il va rentrer dans une ascension et il va pas comprendre la chute au final, sa chute. Et il joue toujours bien, il le joue très bien, humain, et toutes les émotions passent par Timothée Chalamet, on le voit d'ailleurs. Il peut être drôle, il peut être touchant, il peut même être menaçant des fois quand il regarde, parce qu'il quand il veut quelque chose, il a un regard assez perçant. Je trouve qu'il le joue très bien. Et surtout la fin qui m'a touché, parce que c'est pas forcément le triomphe facile, comme on dit. C'est pas le triomphe facile, c'est plus. C'est pas une victoire, c'est plus une prise de conscience qu'il faut reconnaître de ce film. Donc c'est un film sur l'illusion du succès, sur un mec qui est sûr de pouvoir avoir du succès et qui va pas se rendre compte de sa chute, ça va lui faire tout drôle. Mais qui au final va se rendre compte des vraies choses, de ce qu'est la vie. Voilà, il va vraiment comprendre ce que c'est que la vraie vie, de ne pas avoir forcément la folie des grandeurs tout le temps, c'est brillant, ça change, ça marque un peu aussi, ça prouve que finalement on n'a pas toujours accès à ses rêves, on peut les toucher du petit doigt, mais on les a pas forcément, on n'a pas toujours accès à ce qu'on veut. Et enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti moi en tout cas. Donc, là, c'était la partie sans spoiler, évidemment. Donc, si je ne vais pas trop spoiler, parce que, évidemment, c'est un film qui est assez. Qui vient de sortir chez nous, donc avant-hier. Donc, je ne vais pas trop spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Là, ça fait que 2 jours. Même s'il y en a qui l'ont déjà peut-être déjà vu, mais je vais éviter des spoilers trop explicatifs rapidement, quoi. Donc ça se passe en 1900, donc je commence les spoils là, donc vous quittez la vidéo si vous l'avez pas vu. Pour ceux qui l'ont vu, vous pouvez continuer. Et ceux qui l'ont pas vu, vous reviendrez voir la critique après avoir vu le film. Donc, ça se passe en 1952, hein, donc dans New York, hein, donc Marty Moser, joué par Timothée Chalamet, qui joue très bien là pour le coup, qui est un simple vendeur de chaussures, mais enfin un très bon vendeur de chaussures même. Il est déjà un peu ambitieux, opportuniste, déjà même arrogant, comme je disais, et il rêve, comme c'est un bon joueur de ping-pong, et il fait des entraînements de ping-pong hein, aussi en même temps que son travail, et il rêve lui d'aller à l'Open d'Angleterre de ping-pong, un sport justement qui n'est pas assez répandu à l'époque, qui est un sport japonais seulement de base. Mais faute d'argent, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il va piquer dans la caisse de son oncle, dans la boutique de chaussures de son oncle, dans laquelle il travaille, et il va s'envoler du coup pour l'Open d'Angleterre, pour financer son voyage. Donc il va à Londres, donc à l'Open d'Angleterre, bon il va essayer de se loger, ils sont logés les joueurs ensemble dans un truc un peu miteux, donc lui il veut aller se loger au Ritz, parce qu'il avait déjà la folie des grandeurs, vous voyez, comme je dis, et puis finalement au tournoi d'Open, il va créer la surprise, il va battre d'abord un champion de ping-pong déjà, qui est assez bon, mais il va quand même se faire avoir. Il va quand même perdre à la finale contre le japonais Koto Endo, et donc il rencontre ensuite un peu plus tard, il rencontre une actrice de théâtre un peu sur le déclin, jouée par Gwyneth Paltrow, bon, qui va essayer de la séduire, mais surtout pour être en contact avec le mari de celle-ci, qui est un mania qui était un mania, c'est le monsieur Rockwell, si je dis pas de bêtises, et pour participer, justement, lui, il va lui proposer des matchs truqués, pour qu'il perde, et puis en plus qu'il gagne un peu d'argent, mais au début, Marty refuse de participer à des matchs truqués, lui, ce qu'il veut, c'est le vrai championnat. Et ensuite, comme il refuse, il va finir par faire beaucoup de conneries pour se faire de l'argent, pour pouvoir aller quand même au Japon pour faire championnat. Il va se faire déjà arrêter pour le vol de la caisse de son oncle au début du film. Il a une histoire d'amour aussi avec une fille qu'il connaît du magasin de chaussures, enfin d'un autre magasin, Rachel. Une histoire d'amour un peu toxique.
Il fait des combines, son séjour au Ritz aussi qu'il doit payer parce qu'il avait fait arranger la facture au Ritz, donc il doit payer tout ça, il a une amende de 1500 $ à payer. Il fait des combines avec des gangsters, il y a des poursuites, il y a des explosions, des incendies, des poursuites avec des gangsters, parce que dont un gangster qui est joué notamment par Abel Ferrara, ça il faut bien le retenir. Et oui, Abel Ferrara qui joue un vieux gangster dans le film, vous le reconnaîtrez. Et il emmène sa copine Rachel justement dans une de ses poursuites, et à un moment donné, elle est enceinte, et puis de lui, hein, lui au début il veut pas le reconnaître, et puis bon, finalement, elle va se prendre une balle dans une des poursuites, donc inconsciemment, il est manipulé par tout le monde, mais même par ses propres conneries, il se manipule lui-même en fait. Donc c'est pour ça que ça arrive à blesser, pendant une des poursuites, ça arrive à blesser sa copine Rachel, et du coup il se met à l'emmener à l'hôpital du coup quand même, pour aller ensuite, il réussit à avoir un peu d'argent, pour partir au Japon, dans l'avion de Rockwell, qui lui propose quand même les matchs truqués, et lui il accepte, du coup il part avec l'avion de Rockwell, donc du Richmania. Il arrive malheureusement trop tard pour les championnats, mais il avait quand même accepté de faire les matchs truqués au final, donc il accepte d'en faire un. Il se fait battre une deuxième fois par Endo, mais là, à ce moment-là, publiquement devant tout le monde, il dit que c'était un match truqué et qu'il veut faire un vrai match contre Endo. Évidemment, le Rockwell, il est pas content, mais lui, il s'en fout, il veut quand même faire un vrai match pour prouver qu'il peut le battre. Et au final, il rebat Endo pour un vrai match officiel, et cette fois, Marty gagne. Mais ce n'est pas un match du championnat. Du coup, il repart aux États-Unis avec l'avion des militaires américains qui étaient là, et sans argent, ni gloire, ni rien du tout, ni une gloire qui va durer. Et il retrouve Rachel à l'hôpital, là il se rend compte qu'elle est endormie à la maternité, dans son lit, et puis il va voir la sage-femme pour voir son bébé derrière la vitrine. Il voit son bébé, là il fond en larmes quand il voit son enfant, et c'est là que je pense qu'il se rend compte des choses à laquelle il tient vraiment, c'est-à-dire sa fiancée et son bébé, quoi. Et c'est là que le film se termine, mais je vous garantis que l'émotion, déjà à la fin, même cette scène-là à la fin, elle est tout à fait... on voit que Timothée Chalamet, il est quand même imprégné bien dans son rôle. Mais je trouve qu'il joue du début, très bien du début à la fin. L'Oscar, je vais vous le dire honnêtement, j'adore DiCaprio depuis des années, mais là, DiCaprio a déjà eu l'Oscar du meilleur acteur, il le mérite aussi là pour une bataille après l'autre, mais je trouve que Timothée Chalamet, pour être totalement honnête, il le mérite. Aussi. Voilà, on verra lequel des deux là. Lequel des deux, je m'en fous, je serais content. Mais Timothée Chalamet le mérite amplement l'Oscar du meilleur acteur. En tout cas, pour cette année. Et Jessie Buckley pour l'Oscar de la meilleure actrice. Voilà. Je peux pas dire mieux pour l'instant. En tout cas, Marty Suprême est un très bon film. Donc je vous redis, il dure 2h30, hein, pour ceux qui trouvent ça un peu long. Franchement, ça démarre tout de suite. Hein. Il y a une petite histoire d'amour. On voit Rachel tout de suite, il travaille les chaussures, il veut tout de suite faire le... On voit tout de suite l'ambition du gars, donc ça part tout de suite, quoi. Je veux dire, ça perd pas de temps, c'est intéressant, parce qu'on voit tout ce qu'il veut faire pour y arriver. Donc il est un peu... oui, il pense un peu qu'à sa gueule, au final, hein, parce que c'est quelqu'un qui... Je pense qu'il pense pas forcément qu'à sa gueule, mais il pense qu'à sa gueule pour arriver championnat à Tokyo, et après pouvoir s'occuper justement de sa famille, de sa mère qui s'occupe pas vraiment, dont il s'occupe pas vraiment, et lui tout ce qu'il veut c'est ça, peut-être pour rendre après les gens qu'il aime heureux, mais bon, finalement on se rend compte que peut-être qu'il va y arriver ou pas. Donc c'est justement l'intérêt de ce film, et une libre adaptation donc du double champion Marty Ressman. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah, il y a d'autres à dire, les enfants. Hein. J'ai tout dit, j'ai adoré. Voilà, donc ça commence bien, fin d'année 2025, début d'année 2026 pour nous. Un film de 2026, donc pour nous, on va dire. Donc ça commence bien l'année, je trouve. Marty Suprême. Je vais faire aussi la critique de Retour à Silent Hill. Mais je vais me refaire quand même l'autre d'avant. Celui d'avant que Christopher Guns avait fait dans les années 2000. Je vais me mater les deux d'un coup. Comme ça, je ferai la comparaison aussi entre les deux, savoir lequel j'ai préféré, pour voir. Mais ça peut être intéressant. Ça sera certainement la prochaine critique, peut-être demain, allez savoir. Demain ou dimanche, hein, je vais pas vous promettre, parce que quand je dis demain, des fois je suis pas là, mais au moins ça sera sûr, entre demain et dimanche, je fais la critique de Retour à Silent Hill. Voilà. Et peut-être même une autre vidéo. Voilà, je vais essayer de faire 2 vidéos sur les 2 jours. Promis. Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, et puis je vous retrouve bientôt pour demain ou après-demain pour la prochaine. Allez, salut!